Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue. RFM, il est midi, le grand journal. À la une, Diomaye président qui tire un bilan satisfaisant de son meeting Sargal tenu samedi à Mbour. Seulement la fausse note a été l'absence du principal concerné, le président Bassirou Diomaye Faye. Tahaou Sénégal quitte le statut de mouvement pour devenir un parti politique. Khalifa Sall tente de reconstruire une force donc capable de peser face au tandem Diomaye Sonko. La question est de savoir si est-ce que l'ancien maire de Dakar peut devenir une alternative crédible ou alors risque-t-il d'être marginalisé dans un paysage politique en pleine reconfiguration. Avis d'experts, c'est le dossier de ce midi. Casamance, le collectif des organisations sous-régionales pour la paix prépare activement le 3e anniversaire de l'accord de paix de Mongone. C'est dans 2 jours. Les acteurs veulent surtout mettre l'accent sur les acquis dans le cadre du rapprochement entre l'État et la faction de Diakaï. Mais certains se posent encore des questions sur la valeur de cet accord, surtout que sur le terrain, la réalité est tout autre. Le plaidoyer des organisations patronales africaines et françaises au sommet Africa Forwards. Elle demande aux autorités politiques de soutenir davantage le secteur privé tout en réclamant des investissements ciblés et productifs en vue d'une souveraineté industrielle. Ce 11 mai, le monde de la musique se souvient de Bob Marley 45 ans après sa mort. La légende du reggae, symbole d'unité, de lutte et de résistance, a influencé plusieurs générations et il continue d'inspirer à travers sa musique et ses messages engagés. À suivre les actualités internationales, le sport et la revue de la presse. Point de vue, débat sur le sommet Africa Forward. Quel enjeu pour les pays africains? Élément de réponse dans une trentaine de minutes avec nos 2 intervenants. Bienvenue à tous. Abdoulaye Diop est à la technique. Le président de l'OFNAC qui a révélé hier dans une émission sur la télévision nationale que sur 1594 assujettis à la déclaration de patrimoine, seuls 558 se sont acquittés de cette obligation. Le coordonnateur du Forum civil déplore un faible taux. Il appelle l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, à appliquer des sanctions prévues pour faire respecter la loi. Matar Sall au téléphone avec Eladji Ndiogou-Diène. C'est important que l'information vienne de l'OFNAC parce que l'OFNAC, donc vraiment encore une fois, est l'autorité qui est chargée de recevoir les déclarations. Mais également, l'OFNAC a, de par la réglementation, vraiment encore une fois, les prérogatives pour faire respecter la loi. C'est pas de ce qui fait que, donc vraiment, cette autorité qui reçoit les déclarations voit qu'il y a des carences, il y a des défaillances à certains niveaux, peut prendre les dispositions, n'est-ce pas, idoines pour que la loi soit respectée, pour que l'ensemble des assujettis fassent leurs déclarations conformément à la réglementation. Et maintenant, qu'est-ce que l'OFNAC doit faire pour que tous les assujettis s'acquittent de leur obligation de déclaration de patrimoine? Non, là, effectivement, je pense que la sortie déjà, c'est quelque chose d'important parce que le président de l'OFNAC même ne s'est pas arrêté à donner simplement ces chiffres. Il a même donc rappelé qu'effectivement, de par la loi, l'OFNAC a la plénitude donc vraiment de compétences pour faire respecter la réglementation, notamment l'OFNAC même peut prononcer certaines sanctions, notamment donc les retenues sur salaire, pas pour certains assujettis qui ne respectent pas la réglementation, mais également, ça, parmi les sanctions, il y a d'autres qui sont prévues, y compris des peines privatives de liberté. Donc là, c'est à l'OFNAC de donner une suite, et ça, donc vraiment pour que la loi soit respectée et pour que tous ceux qui ne se sont pas conformés à la réglementation, donc vraiment, soient donc véritablement face à la justice et pour que la justice peut-être prononce les peines que la réglementation permettrait. Par exemple, parmi donc vraiment les sanctions, il y a la peine privative de liberté et il est prévu donc vraiment une peine de 6 mois à 4 ans d'emprisonnement par exemple. Il y a également d'autres sanctions comme l'interdiction d'exercer donc une fonction. Et puis la coalition Diomaye président qui tire un bilan satisfaisant de son meeting Sargal tenu samedi à Mbour. Mais la fausse note a été l'absence du président Bassirou Diomaye Faye. Une absence que dédramatise Maître Abdoulaye Tine, ministre porte-parole de la présidence de la République. Il est aussi membre de la coalition Diomaye président. Le mot d'ordre, effectivement, c'était le Sargal, c'est-à-dire ce meeting était un hommage au président, un moment de reconnaissance de la part des populations de Mbour et du Sénégal, de leur fils qui est devenu président de la République du Sénégal. Et c'était la 2e fois que le département de Mbour s'honorait d'avoir un chef d'État au niveau du Sénégal.
Donc, mais en même temps, c'était un retour aux sources. Vous avez vu aussi que la culture n'était pas absente, parce que Mour, c'est son berceau, comme il l'a dit. Comme je l'avais annoncé lors de notre lancement médiatique de l'événement, j'avais annoncé que le stade Caroline Faye allait trembler, et effectivement, le stade a tremblé de monde, non pas sous le poids de la colère, mais sous le poids de la dignité retrouvée. On peut dire donc que sur tous les plans, en tout cas, le bilan il est satisfaisant. Le président de la République n'a pas assisté à cette mobilisation. Il a évoqué les raisons de calendrier à cause d'un voyage à Nairobi. Certains estiment qu'il s'agit d'une faute politique, d'une erreur politique de sa part. Vous répondez quoi? Oui, ce sont des contraintes de dernière minute qui ont amené le président à réaménager son calendrier. Il aurait donc souhaité effectivement être présent parce qu'occasion ne pouvait pas être plus belle que de revenir à la source avec les siens et surtout c'est lui qui était à l'honneur. Mais comme il a toujours rappelé dans ses différents discours, le Sénégal est au-dessus de tout et finalement, effectivement, comme on dit en Wolof, le Sénégal sort là, il n'y a pas de nous, on a compris effectivement que c'était pour la bonne cause, mais ce n'est que partie remise. Et puis lors de ce meeting, Sargal, vous le savez, le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a officialisé son ralliement à la coalition Diomaye président. Le leader du parti Unité explique sa décision par la nécessité d'une union sacrée autour du président de la République. Il était l'invité d'RFM Matin ce lundi. Ce n'est pas une transhumance parce que comme on l'avait dit au début, nous on n'a pas besoin de leurs carottes et on n'a pas peur de leurs bâtons. Mais on est des républicains et on a constaté qu'actuellement tous les républicains, tous les Sénégalais compétents doivent s'unir autour du président de la République pour protéger la démocratie, pour protéger la République. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé finalement, après avoir entendu le président de la République nous exprimer personnellement son engagement à s'ouvrir à toutes les compétences du Sénégal, qu'on a décidé de rejoindre cette coalition-là pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt de notre département, le département de Mbour. Cheikh Issa Sall, maire de Mbour, leader du mouvement Unité qui a rejoint donc la coalition Diomaye président. Midi, bientôt 9 minutes, je vous l'annonçais en titre, Trahaou Sénégal qui change de statut et entre officiellement dans l'arène des partis politiques, une nouvelle étape pour Khalifa Sall qui semble déjà regarder vers 2029. Après des années de repositionnement, l'ancien maire de Dakar tente donc de reconstruire une force capable de peser face au duo Diomaye Sonko, mais dans un paysage politique largement dominé par Pastef et marqué surtout par une recomposition accélérée. Khalifa Sall, question, a-t-il encore une véritable carte à jouer? Peut-il redevenir une alternance crédible ou risque-t-il tout simplement d'être marginalisé? La réponse d'analyste politique dans ce dossier signé Mohamed Ali Mouba. Pour le journaliste Papa Amadou Fall, Khalifa Sall conserve intactes ses chances sur l'échiquier politique. En transformant Tahaou Sénégal en parti politique, l'ancien maire de Dakar prend clairement date pour 2029 et assume désormais ouvertement ses ambitions présidentielles. Papa Amadou Fall, journaliste analyste politique. Quelqu'un qui connaît ce pays, qui peut avoir de grosses ambitions. Et je pense que en politique, on dit rien ne vaut l'expérience. Et je pense que par rapport à son parcours, jeune militant du Parti socialiste, très jeune ministre également sous Abdou Diouf, mais également l'arrivée à la mairie de Dakar et surtout l'enfer qu'il a vécu sous Macky Sall. Tout ceci bien engrangé, peut-être un excellent levier pour lui permettre de bien comprendre comment cheminer et se battre pour peut-être aller chercher les voix des Sénégalais en 2029, parce que c'est ça son ambition, devenir président de la République. Ambition légitime, mais pour espérer revenir au premier plan, encore faudra-t-il élargir son ancrage et sortir de ses bastions traditionnelles. Sur le plan politique, le maillage qu'il peut avoir au plan territorial
pourrait faire de lui un adversaire redoutable. Mais tous ne partagent pas cet optimisme. Pour l'analyste politique Badou Ndaw, l'ancien maire de Dakar appartient désormais à une autre séquence politique. Khalifa Sall a fait son temps. Il ne peut plus représenter une véritable alternative à Pastef. Bon, il a de l'expérience. Mais je crois que du point de vue de la configuration de l'opinion publique sur les politiciens au moment où l'on parle, je pense qu'il aurait dû, comme je le disais, par exemple, faire émerger un jeune comme Barth qu'il a eu à encadrer, des choses comme ça. Reste désormais à savoir si cette mue politique permettra à Khalifa Sall de retrouver une dynamique nationale ou si 2029 consacrera définitivement la fin de carrière du baron socialiste. Mohamed Ali Mouba, le retour triomphal de Farba Ngom à Matam, quel avenir pour le plan de reconquête de cette région surnommée le titre foncier de Macky Sall? Les patriotes ne se découragent pas, ils comptent engager le combat sur le terrain. Ali Bandel Niang. Tel le réveil d'un lion, le regain d'espoir suscité par le retour de Farba Ngom suscite de nombreuses interrogations. Depuis son départ de la prison, c'est la remobilisation générale des militants et soutien de l'ancien régime. 48 heures après cette démonstration de force, nous avons cherché à savoir l'état d'exécution du plan de Pastef lancé depuis quelques semaines pour la reconquête de la région de Matam. C'est Mamadou Sy, le chargé de la massification du parti du président Ousmane Sonko, qui répond aux questions. Le Pastef ne fera jamais ainsi. Donc, si on parvient à avoir des nominations, nous n'oserons jamais faire ce que Farba faisait. Venir dans un village, il fait 5-10 millions. Maintenant, quelles armes nous avons? Si nous en avons. Nous sommes l'État. C'est nous qui avons entre nos mains les moyens de l'État. Ces moyens seront mis à la disposition des Matamois pour améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Si nous arrivons à concrétiser cela, il n'y a pas d'argument pour que les Matamois ne votent pas pour nous. Vous êtes d'accord quand même avec moi? La tâche va être beaucoup plus difficile à partir de ce regain d'espoir qui semble apparaître chez les apéristes depuis samedi. Ce que vous dites est vrai. La réalité est que l'APR est forte au Fouta, surtout à Matam. Toutes les élections, ils ont gagné. Et le fait également est que le PASTEF a des objectifs et que nous allons atteindre. Les nominations, c'est important. Et les Foutans qu'elle aime bien. Quand vous êtes nommé, automatiquement, les gens viennent. Comme je l'ai dit encore, il y a un projet que nous portons. Ce projet, on y croit, on l'a étudié, on l'a compris. On sait que dans le Fouta, ça prendra du temps, mais ça viendra. Cette autre philosophie politique parviendra-t-elle à convaincre le maximum de populations au Fouta? En tout cas, à ce jour, même les responsables annoncés dernièrement sur le départ vers le parti au pouvoir semblent tout simplement renoncer, car très visible dans la caravane de Farba Ngom samedi dernier. Matam, Ali Bandelian, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. À midi 13 minutes, le collectif des organisations sous-régionales pour la paix en Casamance va célébrer dans 48 heures le 3e anniversaire de l'accord de paix de Mongoun. Ce sera l'occasion de mettre l'accent sur les acquis obtenus dans le cadre du rapprochement entre l'État et la faction de Djakaï. Plusieurs activités sont prévues pour cette célébration qui aura lieu à Bignona. Il sera surtout question de faire l'état des lieux sur le processus de paix en Casamance. Henri Deki, le coordonnateur du collectif des organisations sous-régionales pour la paix en Casamance avec Lamine Ba. Dans la suite, la consolidation des acquis, il y aura une commémoration de la 3e anniversaire qui se fera cette année dans le département de Bignona, dans la commune de Bignona. Donc, avec comme programme la randonnée pédestre qui aura lieu le 12 mai 2026 à travers les artères de la ville de Bignona. Le 13, ce sera la journée de réflexion sur les enjeux et perspectives avec comme axe de réflexion le Nord Signan. Quelle alternative pour la sortie de crise dans cette zone? Et c'est le moment, nous avons qu'il y a quelques semaines, il y a des situations indésirables et nous pensons et nous souhaitons que les gens nous accordent cette journée-là de venir réfléchir avec l'ensemble des civils, les ex-combattants de IRAPA, l'ensemble des communautés, les petits, tout le monde, toutes les composantes, l'administration, les chefs de service, tous les projets et programmes, car la majeure partie des programmes et projets interviennent dans la zone, dans le département de Bignona. Nous demandons à tous les chefs de programme, nous les invitons à venir à cette rencontre-là, donc qui sera sous la conduite du professeur Jean-Alain Goudiaby et Mme Fatmata Anne et tant d'autres qui sont dans l'équipe scientifique qui vont conduire cette réflexion-là. L'an 3 donc de l'accord de paix de Mongoun, dans un contexte où certains se posent encore des questions sur la valeur justement de cet accord, surtout que sur le terrain, les armes, les opérations militaires et les zones d'incertitude rappellent que le conflit a peut-être
simplement changer de visage. Une réflexion de Lamine Ba. 3 ans après la signature des accords de Mongon, le processus de paix en Casamance semble évoluer entre espoir d'accalmie et persistance des incertitudes. Dans 2 jours, le collectif des organisations sous-régionales pour la paix en Casamance va célébrer à Bignona le 3e anniversaire de cet accord signé entre l'État du Sénégal et le MFDC. Mais au-delà du symbole, une interrogation demeure. Quelle est aujourd'hui la véritable portée de cet accord? La signature de Mongon avait suscité beaucoup d'espoir. Elle avait notamment conduit au dépôt des armes de la faction de Djakaï, présenté à l'époque comme un signal fort vers une paix durable. Pourtant, 3 ans plus tard, le terrain renvoie à une autre réalité complexe. Depuis bientôt 2 ans, l'armée sénégalaise poursuit des opérations de démantèlement de ce qu'elle qualifie d'économie criminelle dans plusieurs zones de la Casamance. En face, un flou persiste toujours sur l'identité réelle des groupes armés actifs dans ces espaces. De nombreux observateurs ont souvent soutenu que certaines factions du MFDC avaient progressivement diversifié leurs sources de financement à travers notamment la culture du chanvre indien. Alors, si les groupes affrontés aujourd'hui par l'armée sont effectivement liés à des éléments du mouvement rebelle, cela pose inévitablement la question de la solidité et même de la portée réelle de ces accords signés. Certes, les organisations engagées dans la recherche de la paix mettent en avant une accalmie visible, particulièrement sur le front sud. Mais cette accalmie reste fragile. Elle demeure en grande partie informelle, faute d'accords définitifs clairement établis entre toutes les parties. Pourtant, des avancées avaient été enregistrées à Bissau avec la signature d'engagements matérialisant une volonté d'aller vers le dépôt des armes. Depuis, cependant, peu d'actes concrets semblent avoir suivi. Il y a sans doute une légitime satisfaction chez les acteurs ayant contribué à ces accords de paix. Mais il y a aussi matière à réflexion sur l'évolution même du conflit, car l'armée sénégalaise, notamment lors de l'opération Elol, affirme faire face à des bandes armées bien organisées. Dans ce contexte marqué également par le retrait progressif de certains partenaires techniques et financiers comme l'USAID, qui a longtemps soutenu les initiatives du collectif des organisations sous-régionales pour la paix en Casamance, la nécessité de se réajuster devient évidente. D'autant plus que sur le terrain, les enjeux semblent avoir changé de nature. Au fond, la stratégie militaire paraît désormais guidée par une logique claire. Peu importe le visage exact de l'adversaire, l'objectif reste de sécuriser les zones concernées, démanteler les réseaux armés et ouvrir la porte au retour durable des populations déplacées. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, merci. Midi 17 minutes. Merci de suivre le journal sur la Radio Futur Média. Nous parlons de la Tabaski avec ce constat au forail de Sewekhaï, c'est dans la commune de Ngoundiane. Les moutons sont disponibles, mais pas de clients. Cheikh Anta. Au forail de Sewekhaï Ngoundiane, les moutons commencent à débarquer. Le marché est bien approvisionné, mais les vendeurs ne trouvent toujours pas clients. Les prix des moutons varient entre 180, 250 et 350 000. Djibiba, le président des éleveurs du forail de Sewekhaï. 300 ngi 350 ngi. 350 000. Bu demee ak cawaan juy. Bu ci gën a yomb 250. xar yi seerul dund bi moo cher. parce que dund bi ren li mu àgg mosu fa àgg. parce que saako ngooñ tey mu ngi àgg ay 8000. te saako rakkal bi xam ne mooy jógee Mali mu ngi jar 21 000. fii doxul. ah njënd amul. Ismaïla Sow, le président du conseil national de la maison des éleveurs, alerte sur la hausse des prix et l'absence des acheteurs. Bon. Vous la voyez maintenant, ils sont là où ils sont passés la nuit. Seulement qu'ils n'ont pas vu aussi les acheteurs. Donc les populations n'est pas encore sorties. Est-ce qu'ils sont gardés les moutons dans leur domicile? Toutefois, il a magnifié le travail abattu par l'État du Sénégal pour approvisionner les forails en aliments de bétail. Nous saluons aussi ce que l'État a fait. Et il nous aide à organiser le transport, la sécurité, l'éclairance. Et ils sont en train même de préparer pour aliments de bétail subventionnés pour les éleveurs qui sont là. Nous souhaitons aussi que cet aliment doit mettre dans les mains des éleveurs, les enfants qui représentent l'État ici. Partout, le scénario est le même. À Sewekhaï et même au forail de Thiès, l'approvisionnement en moutons est correct, mais les prix restent encore élevés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Abdoulaye Dieng, un des 3 supporters sénégalais libérés. La FAPA s'est libérée donc des prisons marocaines. Il a regagné Dagana. Un accueil populaire exceptionnel lui a été réservé. Entre émotion, témoignage et remerciements, le président du 12e Gaïndé est revenu sur cette épreuve qui a mobilisé toute une communauté. Mamoudou Diagne.
C'est une foule en liesse composée de jeunes, de femmes et de personnes âgées qui a accueilli Abdoulaye Dieng, président départemental du 12e Gaïndé de Dagana. Après 3 mois passés en prison au Maroc, Abdoulaye Dieng retrouve sa communauté entre émotion et convivialité. Profitant de cet accueil, ce fils du quartier de Khoum est revenu sur les circonstances de son arrestation. Je peux vous assurer que si vous étiez à notre place, vous auriez réagi de la même manière. Car il y avait trop d'injustice. Comment expliquer le but qui nous a été refusé, puis ce penalty accordé au Maroc? Il pensait peut-être que nous ne voulions pas de cette coupe. C'est cette injustice qui nous a fait réagir instantanément. Et je pense que c'est Ndeye Mariam qui vous a informé de mon arrestation, étant donné qu'on était ensemble. Malgré cette dure épreuve, Abdoulaye Dieng a exprimé toute sa satisfaction envers le département de Dagana qui, à travers différentes mobilisations, n'a jamais cessé de réclamer sa libération. Je remercie tout le monde, mes amis, les membres de ma famille, car ils se sont tous mobilisés pour notre libération. La preuve, je peux dire que je suis resté 3 jours sans dormir après notre sortie de prison à cause des appels et des messages. Je n'imaginais même pas l'ampleur qu'avait prise notre arrestation. Mes remerciements vont également au département de Dagana où des mobilisations ont été organisées pour exiger notre libération. Je n'oublie pas non plus la presse, particulièrement la presse locale. Il a même promis d'effectuer des tournées auprès des religieux, des chefs coutumiers et des médias dans le but de remercier toutes les personnes qui se sont battues pour sa sortie de prison. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Mamadou Diagne, merci. Et nous parlons à présent du sommet Africa Forward. Cérémonie d'ouverture ce matin à Nairobi, c'est au Kenya. Les organisations patronales africaines et françaises invitent les autorités étatiques à soutenir davantage le secteur privé. Elles réclament des investissements ciblés et productifs pour donc une réelle transformation économique et une souveraineté industrielle. Le secteur privé propose par exemple la création d'un guichet unique franco-africain d'ingénierie financière pour accompagner les PME dans des projets bancables. Vous entendrez là-dessus Beidi Agne, le président du Conseil national du patronat sénégalais, par ailleurs président de Business Africa, la plus grande confédération patronale du continent. Beidi Agne donc sera l'invité d'RFM soir ce lundi. Le Kenya donc qui accueille ce forum d'affaires en marge du sommet France-Afrique 2026. L'économie et les investissements sont au cœur des échanges. Plusieurs hommes d'affaires français et du continent africain ont fait le déplacement. Anna Rocha, notre envoyé spécial à Nairobi. C'est le plus grand business forum jamais organisé en Afrique, a lancé ce matin Jean-Noël Barrot, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, lors de la session d'ouverture. 40 pays africains ont répondu présents à l'appel de la France et du Kenya. Le sommet cette année, le premier du genre dans un pays anglophone, est axé principalement sur l'économie. D'ailleurs, des milliardaires africains comme Dangote sont venus assister au lancement du forum d'affaires. Ils sont censés servir de modèle aux jeunes entrepreneurs du continent, partager leur vision pour une transformation économique et le développement des industries, non seulement de leur pays, mais aussi de l'Afrique. Pour ce faire, l'Afrique a besoin de politiques adéquates. Les patrons de multinationales, des chefs d'entreprise se relaient sur les différentes scènes de l'université de Nairobi. On attend à la fin de la journée plusieurs annonces d'investissement, mais retenez qu'on parle aussi d'économie, du sport, des industries culturelles et créatives, de la santé. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé hier dans la capitale kenyane. Il devrait nous rejoindre ici à l'université de Nairobi dans la matinée. On a appris qu'hier déjà, il a pu avoir 2 audiences de portée économique. Et demain, on parlera davantage de politique avec le sommet Africa Forward avec les 27 chefs d'État attendus. Anna Rocha, Nairobi, RFM. Ça, c'est Ablaye Diop qui se signale justement ce 11 mai. Le 11 mai 1981 disparaissait Bob Marley, légende mondiale du reggae, symbole de paix, d'unité et de résistance. 45 ans après sa mort, donc, l'artiste jamaïcain continue d'influencer plusieurs générations à travers sa musique et ses messages engagés. À l'occasion de cette date anniversaire, donc, Cheikh Amala Doucouré, animateur passionné de reggae, il revient sur l'héritage de Bob Marley. 45 ans après sa mort, on constate que c'est comme si Bob n'est jamais mort, parce que sa musique va résonner aujourd'hui
sur beaucoup de radios du monde entier, les plateformes sur les réseaux sociaux, et mieux encore dans des pays, il y a des conférences qui sont faites, des débats dans les universités. Donc aujourd'hui, nous dépassons simplement le volet musical. Nous sommes à un niveau très intellectuel et exactement c'est ça la personne de Bob Marley. L'exemple le plus patent et le plus récent, regarde ce qui s'est passé en France lors des dernières élections municipales. Qui ose penser 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, que dans la capitale française, au cœur de Paris, dans l'agglomération de Paris, que à peu près une dizaine de mairies soient gagnées par des émigrés d'origine, des enfants d'origine de l'émigration. Saraholais du Mali, du Sénégal, Alpulaar, de Mauritanie, de la Gambie, presque une bonne dizaine de communes qui sont gagnées par ces fils de l'émigration. Je veux dire par là, tu vas demander à ces 10 personnes qui ont gagné ces mairies, tu leur demandes leur enfance, ils vont te dire oui, j'ai fait l'école, machin. Après, on écoutait du Bob Marley. Voilà, cher Amol Doucouré, donc Bob Marley, 45 ans après sa mort, il continue d'inspirer des générations à travers ses chansons, mais également ses messages engagés. Le monde de la musique, donc, qui célèbre ce 11 mai. Le 45e anniversaire du décès de Bob Marley. Ce qui nous amène donc directement à évoquer les actualités internationales avec cette nouvelle coalition d'opposants qui regroupe des Maliens, Nigériens et Burkinabés qui a vu le jour. Elle a été officiellement lancée à Bruxelles, baptisée Alliance des démocrates du Sahel. L'ADS veut défendre un retour à l'ordre constitutionnel dans les pays de l'AOS. Déjà, l'ADS accuse les régimes militaires sahéliens d'avoir discrédité la démocratie pour justifier leur maintien au pouvoir. La guerre au Soudan, au moins 880 civils tués entre janvier et avril dans des frappes de drones selon l'ONU. Le conflit vient d'entrer dans sa 4e année. L'ONU alerte justement si des mesures ne sont pas prises dans les plus brefs délais, eh bien le conflit risque d'entrer dans une nouvelle phase encore plus meurtrière, lit-on dans le communiqué des Nations Unies. Madagascar, pour terminer, après 20 ans d'attente, le projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public arrive enfin à l'Assemblée nationale. Une séance plénière est prévue le 18 mai prochain pour son examen. Le texte considéré comme majeur pour renforcer la transparence et l'action publique et soutenir également la lutte contre la corruption suscite à la fois beaucoup d'espoir et quelques craintes, surtout au sein de la société civile. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, le débat tout à l'heure sur le sommet Africa Forward. Quel enjeu pour les pays africains? Pour en parler tout à l'heure, nous serons avec Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales, et Amidou Sidibé, coordonnateur de la Ligue panafricaine Omoja, section Sénégal et membre du mouvement FRAPP. RFM Sport. Le journal des sports, Youssouf Boudian. Bonjour, bienvenue Youssouf. Bonjour Barthélémy, merci. Le football d'abord, la Ligue 2 sénégalaise qui clôture sa 26e journée cet après-midi. Au programme, 2 matchs à enjeu avec en ligne de mire le fauteuil de leader. Samaï FC 2e se déplace à Fatick pour affronter Guelwaar. Les Ziguinchorois sont à 1 point du leader Djambar qui a fait match nul hier face à Saloum. L'AS Douane, 3e à 2 points du leader, affronte également Oslo au stade de Yoff à 17h. En Ligue 1, pas de changement. La tête du classement, Agel de Rufisque reste leader, suivi de Teungueth FC et US Gorée sur les 8 matchs de la 26e journée disputée hier. 7 matchs nuls et une seule victoire, c'est celle de Génération Foot qui est allée battre le Casasport 2-1. Les Ziguinchorois, 8e au classement, traversent une seconde partie de saison difficile
Parmi les causes, les longs déplacements et les matchs qui s'enchaînent. C'est en tout cas l'avis du président du Casa Sport de Ziguinchor, Seydou Sané, que je propose de suivre au micro de Abdourahmane Cham. Au début du championnat, on avait bien commencé, premier, deuxième, troisième, mais le retour n'a pas été bon. On a perdu au niveau du mercato, on n'a pas fait le retour qu'il fallait pendant la phase repos. Et puis l'autre élément, c'est que pour la première fois, il n'y a pas eu de mercato au Sénégal. Les jeux ne sont pas reposés. Ils ont enchaîné la phase aller et la phase retour. C'est difficile, c'est pourquoi il y a certains de nos jeux qui n'ont pas tenu, comme Boubacar, qui sont blessés. On a trop de blessés. Puis les matchs vont s'enchaîner. On voyage demain pour jouer à Diourbel et on revient jouer à Ziguinchor. On retourne jouer contre le Jaraaf. On a joué la dernière fois ici contre Gorée. On est allé jouer à Saint-Louis le jeudi. On a joué le dimanche à Saint-Louis. On est revenu jouer le dimanche ici. Le mercredi, on va jouer contre la Sonacos de Diourbel. Et on va revenir jouer ici contre Pikine. Mais c'est compliqué. Quand GF vient ici, Génération vient pour une seule fois dans l'année. Ils vont revenir en 2027. Mais nous, on voit tous les voyages. C'est vrai que ce n'est pas la seule explication, mais ça fait partie. Parce que le mercato, si les gosses étaient reposés, peut-être on n'aurait pas eu ces blessés-là. On gère maintenant le reste de la saison pour sortir de plus belle manière. Seydou Sané, président du Casa Sport. Tous les matchs de la 27e journée de Ligue 1 se jouent ce mercredi à 17h. Le leader Agel reçoit Guédiawaye Football Club. La loi portant un nouveau code du sport passe en plénière à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une nouvelle étape après son adoption au Conseil des ministres le 24 juillet dernier. Le texte qui remplace la charte du sport de 1984 apporte des innovations concernant la gouvernance du sport et surtout la transparence. Les explications du directeur du sport de haut niveau au ministère de la Jeunesse et des Sports, Cheikh Tahirou Fall. Le statut des associations sportives sera modernisé. Leurs missions et responsabilités sont clairement définies et collées aux exigences du sport moderne. Il y a aussi le plafonnement des mandats et encadrement strict des assemblées générales des structures sportives. Il y a aussi le recours des conventions d'objectifs entre l'État et les fédérations pour financer et évaluer les programmes fédéraux. Il y a aussi le financement et l'investissement. Et pour ça, il y a un cadre juridique incitatif pour permettre aux entreprises d'investir. Les avantages fiscaux pour les sociétés qui investissent dans le secteur du sport. Il y a aussi l'amélioration des mécanismes de financement du sport. Il y a la professionnalisation du secteur. Donc, à cet effet, l'agrément devient obligatoire pour les groupements sportifs qui interviennent dans le secteur public. Il y a la certification aussi des intervenants, c'est-à-dire la formation. Il y a aussi la création de la Commission nationale du sport qui sera présidée par le ministre en charge du sport. Il y aura d'autres ministères. Il y a une homologation obligatoire de toutes les infrastructures sportives recevant du public. Donc des sanctions pénales sont aussi prévues en cas de trouble ou d'atteinte à la sécurité lors des manifestations sportives. Il y aura aussi une chambre pour réguler les litiges. Ce sera une juridiction qui va gérer tous ces problèmes-là. Parce que le problème du sport ne doit pas être géré par les tribunaux. Ça doit se gérer à l'interne. Des dispositifs spécifiques seront mis en place pour lutter aussi contre le dopage. Et nous parlons de Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré, le Malien, donc vainqueur du prix Marc-Vivien Foé, RFI France 24. L'international malien du RS Lens, Racing Club de Lens, est donc le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française pour la saison 2025-2026. À 23 ans, pour sa première saison en France, le milieu lensois devient le premier joueur malien de l'histoire à obtenir cette distinction qui succède donc au Marocain Achraf Hakimi, Mamadou Sangaré, qui s'impose largement avec 219 points d'écart sur ses dauphins, les deux Sénégalais, Lamine Camara de l'AS Monaco et Moussa Niakhaté de l'Olympique lyonnais. Sangaré, cette saison, c'est 4 passes décisives et 3 buts en Ligue 1 avec Lens, qui a donc validé son ticket pour la Ligue des Champions. Lens qui est deuxième donc au classement derrière le Paris Saint-Germain. Bataremi, notez qu'il n'y a pas encore de Sénégalais vainqueur du trophée Marc-Vivien Foé qui existe depuis 2009, un trophée qui rend hommage à Foé, l'international camerounais qui est donc décédé donc sur un terrain de football. Merci beaucoup Youssouf Bouillon. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
Point de vue, toutes nos excuses pour la revue de la presse d'abord. Point de vue donc le débat sur le sommet Africa Forward. Quel enjeu pour les pays africains? Pour en parler, nous sommes avec Ali Fari Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, Bassini. Merci, vous êtes spécialiste des relations internationales. Notre deuxième intervenant, Amidou Sidibé. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour. Coordonnateur de la Ligue panafricaine UMOJA, section Sénégal, membre du mouvement FRAPP. D'abord, la première question à Ali Fari Ndiaye, spécialiste des relations internationales. Nairobi, la capitale kenyane qui accueille donc une rencontre de 2 jours, un sommet plutôt Africa World. D'abord, un sommet Afrique-France en terre anglaise. Ça vous dit quoi? Oui, ça montre tout simplement que la France a compris la forte demande autonomiste des jeunesses africaines et des gouvernements africains qui sont en train de le pousser vers d'autres localités. Parce que c'est vrai que l'appellation de Africa Forward n'est qu'une manière pour la France de montrer que maintenant, il y a un shift dans ses options diplomatiques avec les pays africains et qu'aujourd'hui, il ne peut plus chasser en Afrique de l'Ouest. Il ne lui reste plus que maintenant à se déployer dans les pays anglophones. Et c'est ce qui explique aujourd'hui le fait que le Kenya soit pris comme effectivement le pays anglophone qui abrite ce sommet-là. Rappelez-vous aussi qu'aujourd'hui, les investissements français en Afrique se développent plus dans les pays anglophones que sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, c'est cette shift des options françaises et la résultante du constat que les Français se sont rendus compte que la francophonie, avec la tutelle paternaliste française, qui, il faut le rappeler, est née de la pensée de Jules Ferry qui disait que la politique industrielle était fille de la politique coloniale. C'est-à-dire qu'il fallait exploiter les ressources africaines pour développer l'industrie française. Mais aujourd'hui, le défi de la France, c'est de voir comment maintenant exporter les produits africains et chercher des industries africaines. Et c'est pourquoi ils ont pensé que, comme ils ne sont plus le bienvenu dans une bonne partie des pays qui partagent avec eux la langue française, et ils montrent que l'option des pays anglophones est une option et la nouvelle option. Mais elle est sous-tendue par des intérêts économiques. Parce qu'aujourd'hui, la France veut montrer aussi que l'option n'est plus effectivement ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire des options basées sur la communauté linguistique et puis l'aide. Mais maintenant, c'est trade but not aid. Donc, c'est le commerce d'abord qui est priorisé au détriment de l'aide. Et ça met à l'aise aussi les pays francophones qui peuvent y participer tout en se disant que maintenant, il n'y a plus cette logique paternaliste de la France qui veuille tout simplement que la France, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale soient le précaré des Français pour développer leur business et développer leur industrie. En tout cas, c'est un sommet plutôt axé sur un partenariat économique, mais rénové. Tout à fait, tout à fait. Et ça, effectivement, ça met tout le monde à l'aise. Ça permet à la France de montrer aussi que ces nouvelles options diplomatiques sont sous-tendues par ses intérêts économiques et lesquels intérêts sont orientés, il faut le dire, vers aujourd'hui ce qui sont les puissances dominantes en Afrique anglophone. En Afrique de l'Est, c'est le Kenya et l'Afrique du Sud, et en Afrique de l'Ouest, c'est maintenant le Nigeria. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Ali Fari Ndiaye. Amidou Sidibé, ce sommet de 2 jours aujourd'hui et demain, d'abord, quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Une lecture dans le fond, surtout que cette rencontre est présentée comme étant une étape de renouveau dans les relations franco-africaines. Voilà, merci. Et j'en profite pour saluer tous les auditeurs et auditrices de la RFM. Mais juste pour dire, dans un premier temps, il faut contextualiser ce sommet. Dans quel contexte ce sommet s'est passé? Premièrement, nous sortons juste de l'attaque meurtrière qui s'est passée au Mali. N'est-ce pas? Deuxièmement, le sentiment anti-français se développe de plus en plus. C'est dans ce contexte qu'intervient ce sommet au Kenya. Et la France a vu le nécessaire, en fait, de délocaliser ce sommet par peur d'être assailli par les anti-français si toutefois ce sommet se tenait dans un quelconque pays africain. Imaginez juste un peu ce sommet se tienne ici à Dakar. Et l'ensemble des panafricains et des anti-impérialistes et des anti-français vont nécessairement se mobiliser
contre ce sommet. Mais l'autre aspect, il faut dire qu'il y a un contre-sommet actuellement qui se passe à Nairobi. Les camarades anti-impérialistes, anti-français sont en train de se regrouper actuellement au même moment que Diomaye Faye, au même moment que Macron. Ils sont en train de se mobiliser tout juste à côté pour dénoncer ce sommet, pour dire que ce sommet n'est juste un aspect de mettre à jour le logiciel que nous, au niveau de la Ligue panafricaine IMOJA, nous appelons la France-Afrique. La France-Afrique, c'est juste un logiciel informatique très puissant que les Français sont en train d'utiliser pour mieux permettre, mieux coloniser l'Afrique. C'est justement ça. Il n'y a aucun intérêt économique, il n'y a aucun intérêt politique, il n'y a aucun intérêt social. C'est juste que la France est en train de se préparer. Donc vous ne voyez aucun enjeu donc, pour ce forum. Mais effectivement, monsieur, il n'y a aucun enjeu. Le seul enjeu, c'est que la France est en train de reculer pour mieux sauter. La France est en train juste de reculer pour mieux sauter, essayer de voir dans quel sens elle va en fait mieux coloniser l'Afrique. C'est tout doucement ça. Depuis très longtemps, c'est tout doucement ce qui se passe. La France est en train de s'organiser pour mieux recoloniser l'Afrique. Alors, merci. Je reviens à vous tout à l'heure, Sidibé. Ali Fari, c'est dans le contexte où se tient le forum, on assiste de plus en plus à des discours de souverainisme. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Non, je crois que c'est non du tout. Et comme l'a dit M. Sidibé, l'Afrique de l'Ouest n'est plus la zone d'exploration de la France. Au-delà du sentiment anti-français qui est très ancré dans les jeunes, une bonne partie des régimes dictatoriaux et démocratiques, qu'ils soient dictatoriaux comme le Mali ou bien démocratiques comme le Sénégal, sont en train de chasser les Français. Donc, ils sont à la recherche de perspectives. Et il faut comprendre que la France a besoin aujourd'hui du marché africain pour continuer à exister. La France, sans son influence en Afrique, est une puissance à la taille peut-être du Portugal. La langue française, les locuteurs de la langue française qui en font la 4e langue au niveau international sont plus en Afrique qu'en France. Aujourd'hui, les économies françaises dépendent de la transformation des produits africains qu'ils cherchent d'écouter dans les marchés africains. Donc, c'est une question de survie économique. C'est pourquoi la France est obligée, s'il est chassé en Afrique de l'Est par la porte, essaie de revenir par la fenêtre en Afrique de l'Est et les pays anglophones. Et c'est cette méthode-là qui va lui permettre d'avoir une survie économique. Et comme l'a dit aussi M. Sidibé, il faut comprendre aussi la réaction des altermondialistes, parce que ça a toujours existé. Rappelez-vous le sommet que Bill Clinton avait, mais eux, ils avaient la pertinence de dire que dans ces genres de sommets, quand des altermondialistes comme Roger, le français Roger Bouvier, contestaient et les ONG, ils disaient qu'il fallait les écouter parce qu'ils ont quelque chose à dire. Parce que les options politiques et les initiatives politiques qui se font dans les sommets ne peuvent pas inclure les jeunesses africaines qui en seront les principales victimes. Et ce qu'il faut peut-être déplorer, là où j'attends de M. Sidibé, c'est le fait que ce pays puisse réunir tout un continent dans un sens. Moi, j'ai toujours déploré les sommets France-Afrique, Chine-Afrique. Je crois que ces pays peuvent être invités pendant les sessions de l'Union africaine où nos chefs d'État sont représentés et qu'ils fassent leur discours qui sera effectivement accepté comme un discours où ils vont mettre en jeu leurs intérêts. Et à côté de cela, ils développent des options bilatérales, des contacts avec les chefs d'État pour voir en quoi ils peuvent développer leur partenariat économique. Et sous cet angle-là, je pense qu'effectivement, il faut que l'Afrique se respecte davantage. Un pays de 53 millions d'habitants, de 53 pays, plus de 2 milliards de population, ne peut pas accepter effectivement de faire un sommet avec un pays de près de 50 millions et qui n'est ni la première, ni la deuxième, encore moins la troisième puissance. C'est cette option quand même qui est un peu gênante et qu'il faut repenser. Mais est-ce que vous pensez que ce sommet peut être bénéfique pour l'Afrique et les Africains? Le bénéfice du sommet est en fonction de ses outcomes, de ses retombées. Parce qu'au-delà des discours d'orientation et de la vision, la fin de la journée, le président Macron va venir avec ses hommes d'affaires français, comme le président Diomaye, je suppose, va parler avec des hommes d'affaires sénégalais. Et à travers cela, on va essayer de voir en quoi des intérêts économiques convergents peuvent se faire sur la base d'intérêts. En tout cas, on a Baïdi Agne, le président du CNP, au nom des organisations patronales sénégalaises, il a demandé à ce que les États appuient davantage le secteur privé. Absolument. Le rôle des États, principalement, c'est de
d'avoir un rôle de régulateur de l'économie et créer des conditions à travers lesquelles leur secteur privé puisse éclore et être compétitif. Et ça, c'est la mission de tous les États. Parce qu'on n'est plus à la phase où l'État est fort en étant lui-même le pourvoyeur du secteur privé, mais il doit créer un cadre à travers lequel le secteur privé local puisse se développer, protéger son secteur privé et les renforcer afin qu'il soit compétitif au niveau international. Et je crois que ça, c'est le rôle de tout État qui se veut aujourd'hui un État qui veut donner en tout cas de la chance à son secteur privé de se développer. Et Merci. si ne règle pas cette question, ce qui va connaître après, c'est tout simplement que les grandes firmes chinoises et américaines ou françaises qui vont prendre les grands firmes et qui vont sous-traiter tout simplement aux industries locales africaines un certain nombre de travaux que eux-mêmes peuvent faire. D'accord. Merci beaucoup Ali Faringa, spécialiste des questions internationales. Amidou Sidibé, le fait de réunir autour de la même table des organisations patronales françaises et africaines, créer ce link-là, ça peut être bénéfique, non, pour les deux parties? Écoutez, factuellement, ce qui s'est passé aujourd'hui à Nairobi est tout juste lamentable. Je suis désolé de le dire comme ça. Imaginez juste Macron qui prend la parole au beau milieu des discours, Macron qui se permet de prendre la parole et de dire « Vous qui parlez là-bas, taisez-vous ou bien vous sortez ». Mais vous vous rendez compte? Quel manque de respect, quel manque de maturité de la part d'une haute autorité française. C'est pour dire, la France, une fois de plus, n'a aucun respect pour les pays africains. La France est en train de jouer sa survie, comme l'a dit Michel Yaye. Et c'est justement ça. Il n'y a aucun intérêt que les Africains ou l'Afrique va gagner dans ce sommet. Je suis vraiment désolé de le dire ainsi, mais l'Afrique n'a rien à gagner dans son accompagnement avec la France. Il faut redonner les cartes. Il faut rebattre les cartes et les redistribuer. Ça, c'est nécessaire. Et ça, c'est autour de discussions sincères et nettes autour d'une table avec de vrais intérêts pour les pays africains, pour le Sénégal. D'accord. Merci beaucoup Amidou Sidibé, coordinateur de la Ligue panafricaine UMOJA, section Sénégal, membre du mouvement FRAPP. Merci également à Ali Faringaï, spécialiste des relations internationales. Vous allez tous les deux poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdoulaye Diop. Réalisation Eladji Ndiogou. Il sera là, chef d'édition Mam Astoukan. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.